chanson, déjà, pourrions-nous dire, ici où s'est énoncé un autre discours, chanson, que pour scientifique qu'elle soit, se rapproche de celle de l'enfant qui se rassure. Car, à la vérité, ce que j'énonce pour vous, une formule ainsi, elle n'est pas sans objet. Ce qui n'est pas dit par là que cet objet soit accessible par la même voie que tous les autres. Au moment de le dire, de souligner que ce serait encore une autre façon de se débarrasser de l'angoisse, je veux dire qu'un discours homologue, semblable à toute autre part du discours scientifique, puisse symboliser cet objet, nous mettre avec lui dans ce rapport du symbole, dans lequel, à son propos, nous allons revenir. L'angoisse soutient ce rapport de n'être pas sans objet, à condition qu'il soit réservé, que ce n'est pas là dire ni pouvoir dire comme pour un autre de quel objet il s'agit. Autrement dit, l'angoisse nous introduit avec l'accent de communicabilité maximum à la fonction du manque en tant qu'elle est pour notre champ radicale. Ce rapport au manque est si foncier à la constitution de toute logique. Et d'une façon telle qu'on peut dire que l'histoire de la logique est celle de ses réussites à le masquer. Par quoi elle apparaît comme parente à une sorte de vaste acte manqué, si nous donnions à ce terme son sens positif.
c'est bien pourquoi vous me voyez par mille voix toujours revenir à ces paradoxes de la logique, destinés à vous suggérer les voies, les portes d'entrée par où ce règle s'impose à nous de certains styles, par où cet acte manqué, nous pourrions, nous, le réussir, ne pas manquer au manque. C'est pour ça que je pensais introduire une fois de plus mon discours aujourd'hui par quelque chose qui, bien sûr, n'est qu'un apologue et où vous ne pouvez vous fonder sur aucune analogie à proprement parler pour y trouver ce qui serait le support d'une situation de ce manque, mais qui pourtant est utile pour en quelque sorte réouvrir cette dimension qu'en quelque sorte tout le discours de la littérature analytique elle-même vous fait dans les intervalles, je dirais celui où ici de 8 jours en 8 jours je vous rattrape, forcément retrouver l'ornière, quelque chose qui se clore dans notre expérience et de quelque béance qu'elle entend désigner ce manque, il trouverait quelque chose que ce discours pourrait combler. Donc, petit apologue, le premier qui m'est venu, il y en aurait d'autres, et après tout, je ne désire ici qu'aller vite. Enfin, je vous ai dit qu'en somme, il n'y a de manque dans un temps. Dans le réel, le manque n'est saisissable que par l'intermédiaire du symbolique. C'est au niveau de la bibliothèque, on peut dire, ici le volume temps manque à sa place. Cette place, c'est une place désignée par déjà l'introduction dans le réel du symbolique. Et cela, ce manque ici dont je parle, ce manque que le symbole en quelque sorte comble facilement, il désigne la place, il désigne l'absence, il présente une qui n'est pas là. Mais observez, le volume dont il s'agit, à la première page, le main que j'ai acquis cette semaine, c'est déjà qui m'a inspiré ce petit apologue. À la première page, la notation. Les 4 gravures de temps à temps manquent. C'est-à-dire pour autant que selon la fonction de la double négation, parce que le volume manque à sa place, le manque des 4 gravures soit levé, que les gravures y reviennent, il saute aux yeux qu'il n'en est rien. Ceci peut bien vous paraître un petit peu bêta. Mais je voudrais remarquer que c'est là toute la question de la logique transposée dans ces termes intuitifs du schéma eulérien,
du manque inclus, quelle est sa position, la famille dans le genre, l'individu dans l'espèce. Qu'est-ce qui constitue à l'intérieur d'un cercle planifié le trou? Si je vous ai fait faire l'année dernière tant de topologie, c'est bien pour vous suggérer que la fonction du trou n'est pas univoque. Et c'est bien ainsi qu'il faut entendre que toujours s'introduit dans cette voie de la pensée que nous appelons sous des formes diverses métaphoriques, mais toujours bien se référant à quelque chose, planification, cette implication du plan tout simple, comme constituant foncièrement le support intuitif de la surface. Or, ce rapport de la surface est infiniment plus complexe. Et bien sûr, à simplement vous introduire l'anneau, le tore, vous avez pu voir qu'il suffit d'élaborer cette surface la plus simple en apparence à imaginer pour voir, simplement s'y référer à condition que nous la considérions bien comme elle est, comme surface, de voir ceci diversifie étrangement la fonction du trou. Je fais observer une fois de plus comment il faut l'entendre. Car puisqu'il s'agit en effet de savoir comment un trou peut se remplir, peut se combler, vous verrez que n'importe quel cercle dessiné sur cette surface du temps ne peut pas, car c'est là le problème, se rétrécir jusqu'à n'être plus que cette limite évanouissante, le point, et disparaître. Car bien sûr, il y a des trous sur lesquels nous pourrons ainsi opérer. Mais il suffit que nous dessinions notre cercle de la façon suivante. Si je dessine, je ne peux pas autrement m'exprimer, ou de celle-ci, pour voir qu'ils ne peuvent pas venir à zéro. Il y a des structures qui ne comportent pas le comblement du trou. L'essence du cross-cut
celle que je voulais montrer l'année dernière. C'est ceci. C'est que, apparemment, quelques coupures que vous dessiniez sur sa surface, je ne m'y étendrai pas plus loin, je vous prie d'en faire vous-même l'épreuve. Nous n'aurons pas apparemment cette diversité. Que nous la dessinions, cette coupure, ainsi. Il l'homologue au niveau du Trotska de la coupure qui sur le tord serait faite ainsi, c'est-à-dire qui participe des deux autres types de cercles, qui les réunit en elle-même, les deux premiers que je viens de citer. Vous la dessiniez ici sur le Trotska ainsi, que vous la dessiniez cette coupure ainsi, passant par ce point gamma privilégié sur lequel j'ai attiré votre attention l'année dernière. Vous aurez toujours quelque chose qui, en apparence, pourra se réduire à la surface minimum, mais non, sans que je vous l'ai fait remarquer. Il ne reste à la fin, je répète, quelle que soit la variété de la coupure, il ne reste à la fin quelque chose qui se symbolise non pas comme une réduction concentrique, mais irréductiblement sous cette forme, sous celle-ci, qui est la même, et qu'on ne peut pas, comme tel, ne pas différencier de ce que j'ai appelé tout à l'heure la pontification concentrique. C'est en quoi le Trotska a été pour nous une autre voie d'abord à ce qui concerne la possibilité d'un type irréductible de monde. Le monde est radical. Il est radical à la constitution même de la subjectivité telle qu'elle nous apparaît par la voie de l'expérience analytique. Ce que, si vous le voulez, j'aimerais énoncer dans cette formule, dès que ça se sait, que quelque chose tient au savoir réel, il y a quelque chose de perdu. Et la façon la plus certaine d'approcher ce quelque chose de perdu, c'est de le concevoir comme un morceau de corps. Voilà la vérité. Jésus, cette forme opaque, assise, et celle
que l'expérience analytique nous donne et qu'elle introduit dans son caractère irréductible dans toute réflexion possible dès lors sur toute forme concevable de notre condition. Ce point, faut-il bien dire, comporte assez d'insoutenable pour que nous essayions sans cesse de le contourner. Ce qui est sans doute à deux faces, à savoir que dans cet effort même, nous ne faisons que plus en dessiner les contours, mais que nous sommes toujours tentés, à mesure même que nous nous rapprochons de ce contour, de l'oublier, en fonction même de la structure que représente ce manque. D'où il résulte, autre vérité, que nous pourrions dire que tout le tournant de notre expérience repose sur ceci, que le rapport à l'autre, dans le temps qu'il est, se situe toute possibilité de symbolisation, de lieu, de discours, rejoint un vice de structure. Et qu'il nous faut, c'est le pas de plus, concevoir que nous touchons là à ce qui rend possible ce rapport à l'autre. C'est-à-dire ce d'où surgit qu'il y a du signifiant. Ce point d'où surgit qu'il y a du signifiant. Et celui qui, en un sens, ne saurait être signifié. C'est là ce que veut dire ce que j'appelle le point manque de signifiant. Récemment, j'entendais quelqu'un qui m'entend vraiment pas mal du tout. Répondre, m'interroger, si ce n'est pas là à dire que nous nous référons à ce qui, de tout signifiant, est en quelque sorte la matière imaginaire, la forme du mot, ou celle du caractère chinois. Ce qu'il y a d'irréductible à ce qu'il faut que signifiant. C'est un support intuitif, comme les autres. Tout le reste.
Eh bien, justement, non. Car bien sûr, c'est là ce qui s'offre de tentation à ce propos. Ce n'est pas là ce dont il s'agit concernant ce manque. Mais, je dois vous le faire sentir, je me référerai à des définitions que je vous ai déjà données et qui doivent servir. Je vous ai dit rien manque qui ne soit de l'ordre symbolique. Mais la privation, elle, c'est quelque chose de réel. Ce dont nous parlons pour l'instant, c'est quelque chose de réel. Ce autour de quoi tourne mon discours quand j'essaie pour vous de représentifier ce point décisif pourtant que nous oublions toujours, non seulement dans notre théorie, mais dans notre pratique. De l'expérience analytique. C'est une privation qui se manifeste tant dans la théorie que dans la pratique. C'est une privation réelle. Et qui, comme telle, peut être réduite. Est-ce qu'il suffit pour la lever, de la désigner? Si nous arrivons à la cerner scientifiquement, ceci est parfaitement concevable. Il nous suffit de travailler la littérature analytique, comme je vous en donnerai tout à l'heure un exemple, à savoir un échantillon. Pour commencer, ça ne peut pas se faire autrement. J'ai pris le premier numéro qui m'est tombé sous la main de l'International Journal, et je vous montrerai qu'à peu près n'importe où, nous pouvons retrouver le problème dont il s'agit. Qu'on parle de l'anxiété, de l'acting out, ou de, comme c'est le titre de l'article auquel je ferai allusion tout à l'heure, de grand air. Il n'y a pas que moi qui me sert de lettre, la réponse totale, total response, de l'analyste dans la situation analytique de quelqu'un qui se trouve, que nous retrouvons, dont j'ai parlé dans la seconde année de mon séminaire, la nommée Margaret Litton. Nous retrouvons très centré ce problème et nous pouvons le définir. Où est-ce que se situe la privation? Où est-ce qu'elle, manifestement, elle glisse? Et à mesure qu'elle entend serrer de plus près le problème que lui pose un certain type de patient. Ce n'est pas cela
la réduction, la privation, sa symbolisation, son articulation ici, qui lèvera le monde. C'est ce qu'il faut que nous nous mettions bien dans l'esprit. D'abord, et ne serait-ce que pour comprendre ce que signifie sous une face un mode d'apparition de ce monde, je vous l'ai dit, la privation, c'est quelque chose de réel. Il est clair qu'une femme n'a pas de pénis. Mais si vous ne symbolisez pas le pénis comme l'élément essentiel à avoir ou ne pas avoir, de cette privation, elle n'en sort rien. Le monde, lui, est symbolique. Est-ce la castration apparaît au cours de l'analyse, pour autant que ce rapport avec l'autre, qui n'a pas attendu l'analyse d'ailleurs pour se constituer, est fondamental. La castration, vous ai-je dit, est symbolique, c'est-à-dire qu'elle se rapporte à un certain phénomène de manque. Et au niveau de cette symbolisation, c'est-à-dire dans le rapport à l'autre, pour autant que le sujet a à se constituer dans le discours analytique, une des formes possibles de l'apparition du monde est ici le récit, le support imaginaire qui n'est qu'une des traductions possibles du monde originel, du vice de structure inscrit dans l'être au monde du sujet à qui nous avons affaire, et il est dans ces conditions concevable, normal de s'interroger pourquoi amener jusqu'à un certain point et pas au-delà l'expérience analytique, ce terme que Freud nous donne comme dernier du complexe de castration chez l'homme, nous dit-il, ou de pénis naïf chez la femme, peut être mis en question. Qu'il soit dernier n'est pas nécessaire. C'est bien pourquoi
c'est un chemin d'une approche essentielle de notre expérience de concevoir dans sa structure originelle cette fonction du manque. Et il faut y revenir maintes fois pour ne pas la manquer. Autre fable. L'insecte qui se promène à la surface de la bande de Möbius. Attendez, maintenant je pense être déparlé pour que vous sachiez tout de suite ce que je veux dire. Cet insecte peut croire à tout instant, cet insecte à la représentation de ce que c'est qu'une surface, qu'il y a une face, celle toujours à l'envers, celle sur laquelle il se promène, qu'il n'a pas l'oreille. Il peut croire à cet envers. Or, il n'y en a pas, comme vous le savez. Lui, sans le savoir, explore ce qui n'est pas les deux faces, explore la seule face qu'il y ait. Et pourtant, à chaque instant, il y a bien un envers. Ce qui lui manque, pour s'en apercevoir qu'il est passé à l'envers, c'est la petite pièce manquante, celle que vous dessine, cette façon de couper le cross-cap, et qu'un jour j'ai matérialisé pour vous le mettre dans la main, construite cette petite pièce manquante. C'est une façon de tourner ici en court-circuit autour du point qui le ramène par le chemin le plus court à l'envers du point où il était l'instant d'avant. Cette petite pièce manquante, le petit tas, dans l'occasion. Est-ce à dire que parce que nous la décrivons sous cette forme paradigmatique, l'affaire est pour autant résolue? Absolument pas. Car c'est qu'elle manque qui fait toute la réalité du monde où se promène l'insecte. Le petit 8 intérieur est bel et bien irréductible. C'est un manque auquel le symbole ne supplée pas. Ce n'est pas une absence, donc, au premier chef, auquel le symbole peut paraître. Ce n'est pas non plus une annulation
ni une délégation. Car annulation et dénégation forment constituée de ce rapport que le symbole permet d'introduire dans le vers, à savoir la définition de l'absence. Annulation et dénégation c'est tentative de défaire ce qui, dans le signifiant, nous écarte de l'origine et de ce vice de structure. C'est tenter de rejoindre sa fonction de signe. C'est à quoi, pour autant, cette force s'exténue l'obsessionnel. Annulation et dénégation visent donc ce point de manque. Mais ils ne le rejoignent pas pour autant. Car ils ne font, comme Freud l'explique, que redoubler la fonction du signifiant en se l'appliquant à elle-même. Et plus je dis que ça n'est pas là, plus ça est là. La tache de sang, intellectuelle ou pas, que ce soit celle soit s'exténue Lady Macbeth, tout celle que désigne ce terme intellectuel, l'autre est amont, est impossible à effacer. Parce que la nature du signifiant est justement ceci, de s'efforcer d'effacer une trace. Et plus on cherche à l'effacer pour retrouver la trace, plus la trace insiste comme signifiant. D'où il résulte que nous avons affaire, concernant le rapport à ce comme quoi se manifeste le petit A, cause du désir, à une problématique toujours ambiguë. En effet, pour l'inscrire dans notre schéma, toujours à renouveler, il y a deux modes sous lesquels, dans le rapport à l'autre,
petit art peut apparaître. Si nous pouvons les rejoindre, c'est justement par la fonction de l'angoisse. En tant que l'angoisse, où qu'elle se produise, en est le signal. Et qu'il n'est pas d'autre façon de pouvoir interpréter ce qui, dans la littérature analytique, nous est dit de l'angoisse. Car enfin, observez combien il est étrange de rapprocher ces deux faces du discours analytique. D'une part, que l'angoisse est la défense majeure, la plus radicale. Et qu'il faut ici que le discours à son propos se divise en deux références, l'une au réel, pour autant que l'angoisse, et la réponse au danger le plus originel, à l'insurmontable Hilflosigkeit, à la détresse absolue de l'entrée au monde. Et que d'autre part, elle va pouvoir, dans la suite, par le moi, être repris pour signal de danger infiniment plus léger. Le danger, nous dit quelque part Jones, qui est sur ce point la preuve d'un tact et d'une mesure qui manque souvent beaucoup à l'emphase du discours analytique sur ce qu'on appelle les menaces de vie, du sang, de l'Est. Mais simplement, Jones appelle ça un buried desire, un désir enterré. Comme il le remarque, est-ce bien après tout si dangereux, le retour d'un désir enterré? Et ça vaut-il la mobilisation d'un signal aussi majeur que ce signal ultime, dernier, que serait l'angoisse, et nous sommes obligés, pour l'expliquer, de recourir au danger vital le plus absolu. Mais ce paradoxe se retrouve un peu plus loin, car il n'est pas
ce discours analytique qui, après avoir fait de l'angoisse, le corps dernier de toute défense, ne nous parle pas de défense contre l'angoisse. Alors, cet instrument si utile à nous avertir du danger, c'est contre lui que nous aurions à nous défendre. Et c'est par là qu'on explique toutes sortes de réactions, de constructions, de formations dans le champ psychopathologique. Est-ce qu'il n'y a pas là quelques paradoxes et qui exigent de formuler autrement les choses, à savoir que la défense n'est pas contre l'angoisse, mais contre ce dont quoi l'angoisse est le signal, et que ce dont il s'agit, ce n'est pas de défense contre l'angoisse, mais de ce certain manque, à ceci près, que nous savons qu'il y a de ce manque des structures différentes et définissables comme telles, que le manque du bord simple, de celui du rapport avec l'image narcissique, n'est pas le même que celui de ce bord redoublé dont je vous parle, et qui se rapporte à la coupure plus loin poussée, à celle qui concerne le petit A comme tel, en tant qu'il apparaît, qu'il se manifeste, que c'est à lui que nous avons, que nous pouvons, que nous devons avoir affaire à un certain niveau du maniement, du transfert. Ici apparaîtra, me semble-t-il, mieux qu'ailleurs, que le manque de maniement n'est pas le maniement du manque, et que il convient de repérer, et ce que vous trouvez toujours chaque fois qu'un discours est assez loin poussé sur le rapport que nous avons comme autre à celui que nous avons en analyse, que la question est posée de ce que doit être notre rapport avec ce petit A.
la béance est manifeste. De la mise en question permanente profonde que serait en elle-même l'expérience analytique, renvoyant toujours le sujet à ce quelque chose d'autre par rapport à ce qu'il lui manifeste, de quelque nature que ce soit. Le transfert ne serait, comme me disait il n'y a pas longtemps une de mes patientes, si j'étais sûr que c'était uniquement du transfert. La fonction du NOC, ce n'est que du transfert. En vers de « il n'a qu'à faire ainsi », une forme du verbe qui se conjugue, mais pas comme vous le croyez, celle qui fait dire « il n'a qu'avait ». Bon, pas spontanément fleurir, ce sont un discours spontané. Et l'autre face de ce qu'on nous explique comme étant, semble-t-il, la charge, le fardeau du héros analyste, d'avoir à l'intérioriser ce petit tas, le prendre en lui, bon ou mauvais objet, mais comme objet interne, et que c'est de là que surgirait toute la créativité par où il doit restaurer du sujet l'accès au monde. Les deux choses sont vraies. Encore qu'elles ne soient pas rejointes. Mais que de ne pas les rejoindre, c'est justement pour cela qu'on les confond. Et qu'à les confondre, rien de clair n'est dit sur ce qui concerne le maniement de cette relation transférentielle, celle qui tourne autour petit à. Et c'est ce qu'explique suffisamment la remarque que je vous ai faite de ce qui distingue la position du sujet par rapport à ce petit pas et la constitution même comme telle de son désir. C'est que, pour dire les choses sommairement, il s'agit du pervers ou du psychotique du fantasme, grand esparé, désir, petit tas, et que c'est là que pour manier la relation transférentielle,
nous avons en effet à prendre en nous à la façon d'un corps une incorporation que nous sommes ça. Petit pas dont il s'agit. C'est à savoir l'objet au sujet qui nous parle absolument étranger en tant qu'il est la cause de son manque. Dans le cas de la névrose, la position est différente. Pour autant, je vous l'ai dit, quelque chose ici apparaît qui distingue la fonction du fantasme chez le névrosé. Ici apparaît quelque chose de son fantasme qui est un petit âme. C'est seulement le temps. Seulement le paraît parce que ce petit âme n'est pas spécularisable et ne saurait ici apparaître, si je puis dire, en personne, mais seulement un substitut, et là seulement s'applique ce qu'il y a de mise en cause profonde de toute authenticité dans l'analyse classique du français. Mais ce n'est pas dire que ce soit là qu'il y ait la cause du transfert. Nous avons toujours affaire à ce petit âme qui, lui, n'est pas sur la terre, mais qui me demande à chaque instant qu'à y monter pour y introduire son discours, et sa jeter dans celui qui continue à se tenir sur la scène, quand il était la pagaille, le désordre, et puis trêve de tragédie, comme même aussi bien trêve de comédie, encore que ce soit un peu mieux. Il n'y a pas de drame. Pourquoi est-ce que cet hasard comme on dit, la race courbillon? Alors, s'il n'a fait qu'exterminer des moutons, ben, c'est tant mieux. C'est quand même moins grave que s'il avait exterminé tous les Grecs. Il était quand même un peu honoré. Je voudrais à cette manifestation avec tout le monde sait que c'est hier, il y a de faire avec ça. Je me dis, c'est moins facile
à exorciser, comme ça peut être exorcisé, même si on l'exorcise, ce qui se passe sur la scène peut fort bien continuer. On recommence à la chanson du pied de bouc, à la vraie histoire dont il s'agit depuis le début, à l'origine du désir, et c'est bien pour ça d'ailleurs que la tragédie porte en elle-même, dans son terme, dans son nom, sa désignation, cette référence au bouc et aux satyres, dont d'ailleurs la place était toujours réservée à la fin des trilogies. Le bouc qui bondit sur la scène, c'est l'acting out. Et l'acting out dont je parle, à savoir ce mouvement inverse de ce que vers quoi le théâtre moderne aspire, à savoir que les acteurs descendent dans la salle, et que le spectateur monte sur la scène et disent ce qu'ils ont à dire. Et voilà pourquoi. Quelqu'un comme Margaret Little, prise parmi d'autres, et je vous l'ai dit, vraiment, la façon dont on peut se bander les yeux et placer en travers des pages pour faire de la divination un couteau. Margaret Little, dans son article sur la réponse totale de l'analyste aux besoins de son patient de mai-août 1957, partie 3-4 du volume 38, poursuit le discours auquel je m'étais déjà arrêté à un point de mon séminaire où cet article n'avait pas encore paru. Ceux qui étaient là se souviennent des remarques que j'ai faites à propos d'un certain discours, angoissé chez elle à la fois, et tentant de le maîtriser à propos du contre-transfert. Ceux-là, sans doute se souviennent que je ne me suis pas arrêté à l'apparence première du problème, à savoir des effets d'une interprétation inexacte. Savoir qu'un jour, un analyste, un de ses patients qui revient de faire un broadcast sur un sujet qui intéresse l'analyste lui-même. Nous voyons à peu près dans quel milieu il a pu se passer. Lui dit, vous avez fort bien parlé hier, mais je vous vois aujourd'hui tout déprimé. C'est sûrement de la crainte que vous avez par là de m'avoir blessé en empiétant sur mes plates-bandes. Il faut 2 ans pour que le sujet s'aperçoive à propos du retour d'un anniversaire que ce qui avait fait sa tristesse était lié au sentiment qu'il avait en ayant fait ce broadcast d'avoir en lui ravivé le sentiment de deuil qu'il avait de la mort toute récente de sa mère, qui, dit-il, ne pouvait pas voir ainsi le succès que représentait pour son fils d'être ainsi promu à une position momentanée de vedette. Margaret Little est frappée, puisque
puisque c'est d'un patient qu'elle a repris de cet analyste, de ceci qu'effectivement, l'analyste n'avait fait dans son interprétation qu'interpréter ce qui se passait dans son propre inconscient à lui, l'analyste, à savoir qu'effectivement il était fort mari du succès de son passé. Ce dont il s'agit pourtant est bien ailleurs. C'est à savoir qu'il ne suffit pas de parler de deuil et de voir même la répétition du deuil où était alors le sujet de celui que 2 ans après il faisait son analyse, mais de s'apercevoir de quoi il s'agit dans la fonction du deuil lui-même. Et ici, du même coup, de pousser un peu plus loin ce que Freud nous dit du deuil en tant qu'identification à l'objet perdu. Ce n'est pas là définition suffisante du deuil. Nous sommes en deuil que de quelqu'un dont nous pouvons nous dire j'étais son manque. Nous sommes en deuil de personnes que nous avons ou bien ou maltraitées, mais vis-à-vis de qui nous ne savions pas que nous remplissions cette fonction d'être à la place de son manque. Ce que nous donnons dans l'amour, c'est essentiellement ce que nous n'avons pas, et quand ce nous n'avons pas nous revient, il y a régression assurément et en même temps révélation. De ce en quoi nous avons manqué à la personne pour représenter ce manque. Mais ici, en raison du caractère irréductible de la méconnaissance concernant le manque, cette méconnaissance simplement se renverse. Et à savoir que cette fonction que nous avions d'être son manque, nous croyons pouvoir la traduire maintenant en ceci que nous lui avons manqué. Alors que c'était justement ça que nous lui étions précieux et indispensable. Et voilà ce que je vous demanderai s'il est possible. Cela et un certain nombre d'autres points de référence de repérer, si vous voulez bien vous y mettre, dans l'article de Margaret Lévy. C'est une phase ultérieure de sa réflexion et assurément considérablement approfondie, sinon améliorée. Car améliorée, elle ne l'est pas.
La définition si problématique du contre-transfert n'est absolument pas avancée, et je dirais jusqu'à un certain point que nous pouvons lui en être reconnaissants, car si elle s'y était avancée, c'était mathématiquement dans l'erreur. Elle ne veut, vous le verrez, considérer que dès lors que la réponse totale de l'analyse, c'est-à-dire tout, aussi bien le fait qu'il est là comme analyste, que des choses à lui analyste, comme l'exemple qui est là promu, peuvent de son propre inconscient lui échapper. Que le fait que, comme tout être vivant, elle éprouve des sentiments au cours de l'analyse, et qu'enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est de cela qu'il s'agit, étant l'autre, elle est dans la position que je vous ai dit la dernière fois, à savoir, au départ, d'entière responsabilité. C'est donc avec cette classe, cette immense totale de sa position d'analyste, qu'elle entend devant nous répondre. Et répondre honnêtement sur ce qu'elle conçoit qu'est la réponse de la vie. Il en résulte qu'elle va aller jusqu'à prendre des positions qui sont les plus contraires. Ce n'est pas dire qu'elles soient fausses aux formulations classiques. C'est à savoir que loin de rester hors du jeu, il faut que l'analyste s'y suppose au principe engagé jusqu'à la carte. Se considérer à l'occasion effectivement comme responsable, et en tout cas ne se refusant jamais à témoigner si, concernant ce qui se passe dans l'analyse, elle est par exemple appelée de son sujet devant une cour de justice à répondre. Je ne dis pas que ce ne soit pas là une attitude soutenable. Je dis que l'évoquer, placer à l'intérieur de cette perspective la fonction de l'analyse, c'est quelque chose qui assurément vous paraîtra d'une originalité traitant un problème. Que les sentiments, j'entends tous les sentiments de l'analyse, peuvent être en quelque occasion mise en demeure, si je puis dire, de se justifier, non seulement au propre tribunal de l'analyste, ce que chacun admettra, mais même à l'endroit du sujet, et que le poids de tous les sentiments que peut éprouver l'analyste à l'égard de tel ou tel sujet engagé avec lui dans l'entreprise analytique peut avoir non seulement à être invoqué, mais être promis dans quelque chose qui ne sera pas une interprétation mais un aveu, entrant par là dans une voie dont on sait que la première introduction dans l'analyse, par Ferenczi, a fait l'objet de la part des analystes classiques des plus extrêmes réserves. Assurément, notre auteur fait 3 parts parmi les patients auxquels il a affaire. Comme elle semble admettre le plus large éventail des cas dont elle se charge, nous avons d'une part les psychoses. Il faut bien qu'elle admette que ne serait-ce
que pour quelquefois l'hospitalisation nécessaire, il faut bien qu'elle se décharge d'une part de ses responsabilités sur d'autres supports. Les névroses, dont elle nous dit que la plus grande part de la responsabilité dont nous nous déchargeons aussi dans les névroses, c'est pour la mettre sur les épaules du sujet. Preuve de remarquable lucidité. Mais entre les deux, des sujets qu'elle définit comme une tierce classe, névrose de caractère ou personnalité réactionnelle, comme on voudra, ce qu'Alexander définit comme neurotique caractère encore, bref, tout ce autour de quoi s'élabore de si problématiques limitations classificatoires, alors qu'en réalité il ne s'agit pas d'une espèce de sujet, mais d'une zone du rapport, celle que je définis ici comme acting out, et c'est bien en effet ce dont il s'agit dans le cas qu'elle va nous développer, qui est le cas d'un sujet qui est venu à elle, parce que elle fait des actes que l'on classifie dans le cadre de la kleptomanie, qui pendant un an d'ailleurs ne fait pas la moindre allusion à ces vols, et qui déroule tout un long moment de l'analyse sous le feu entier et acharné de la part de notre analyste des interprétations actuelles de transfert les plus répétées au sens considéré actuellement dans la loi généralement adoptée comme ce qui doit, à partir d'un certain moment, être étanché, épongé sans arrêt tout au cours de l'analyse. Aucune des interprétations si subtiles, si variées qu'elle les élabore n'effleure même un instant la défense de ce sujet. Si quelqu'un, je vais terminer là-dessus, veut bien me rendre le service à une date que nous allons fixer, d'entrer dans l'exposé détaillé, de faire ce quelque chose que je ne puis faire devant vous parce que c'est trop long et que j'ai d'autres choses à dire, vous verrez dans tous ces détails de manifester la pertinence des remarques que je suis en train de vous faire. L'analyse ne commence à bouger, nous dit-elle, qu'au moment où un jour sa patiente arrive la face tuméfiée par les pleurs, et les pleurs qu'elle met sur la perte, la mort dans un pays qu'elle a quitté depuis longtemps, avec ses parents, à savoir l'Allemagne d'alors, l'Allemagne nazie, une personne qui ne se distinguait pas autrement parmi ceux qui avaient veillé sur son enfance, si ce n'est que c'était une amie de ses parents, et sans doute une amie avec qui elle avait des rapports bien différents des rapports avec ses parents, car il est un fait qu'elle n'a jamais de personne porté un pareil deuil. Devant cette réaction déchaînée, surprenante, quelle est la réaction de notre analyste? Assurément, celui
d'interpréter, comme elle fait toujours. Elle les varie, là encore, histoire de voir celle qui marche. L'interprétation classique, à savoir que ce deuil est un besoin de rétorsion contre l'objet, que ce deuil s'est peut-être adressé à elle, l'analyste, que c'est une façon, à travers l'écran de la personne dont elle porte le deuil, de lui apporter à elle, l'analyste, tous les reproches qu'elle a à lui faire. Rien ne fonctionne. Un tout petit quelque chose commence à se déclencher quand littéralement l'analyse, vous le verrez, c'est très sensible dans le texte, avoue devant le sujet qu'elle y perd son latin et que l'avoir comme ça lui fait de la peine à elle, l'analyste. Et aussitôt, notre analyste en déduit que c'est là le positif, le réel, le vivant d'un sentiment qui a donné à l'analyse son mouvement. Tout le texte en témoigne assez. Et le sujet choisi, et le style, et l'ordre de son développement pour que nous puissions dire ce dont il s'agit, et qui atteint assurément le sujet, qui fait pour lui, qui lui permet de transférer à proprement parler dans sa relation à la nature la réaction dont il s'agissait dans ce deuil, à savoir l'apparition de ceci. Il y avait une personne pour qui elle pouvait être un manque. C'est que l'intervention de l'analyste lui fait apparaître chez l'analyste ceci qui s'appelle de l'angoisse. C'est en fonction où nous sommes sur la limite de quelque chose qui désire dans l'analyse la place du manque que cette insertion, cette greffe, si je puis dire, ce marcotage, qui permet à un sujet dont toute la relation avec les parts est définie, vous le verrez dans l'observation, que sous aucun rapport il n'a pu se saisir, ce sujet féminin, comme un manque, pour ici à s'ouvrir. Ce n'est pas en tant que sentiment positif que l'interprétation, si on peut l'appeler ainsi, puisqu'on nous le décrit bien dans l'observation, le sujet ouvre les bras et lâche à notre place. Que cette interprétation, si on veut l'appeler ainsi, apportée. C'est en tant qu'introduction par une voie involontaire de quelque chose qui est ce qui est en question et ce qui doit toujours venir en question
à quelque point que ce soit, fût-ce à son terme, dans l'analyse, à savoir la fonction de la coupure. Et ce qui va vous permettre de le repérer, de le désigner, c'est que les tournants qui suivront, ceux-là décisifs de la sont deux moments. Le moment où l'analyste s'armant de courage au nom de l'idéologie, de la vie, du réel et de tout ce que vous voudrez, fait tout de même l'intervention la plus singulière, située comme décisive par rapport à cette perspective que j'appellerais sentimentale, imposons que le sujet lui ressasse toutes ces histoires de différents d'argent, si mon souvenir est bon, avec sa mère, et il revient sans cesse. L'analyste lui dit en propre terme, écoutez, finissez avec ça, parce que littéralement, je ne peux plus entendre, vous m'endormez. La seconde fois